Bonsoir et bonjour. Je m'appelle Berthe Lofkens. Bienvenue à ce webinaire du consortium du praziquantel pédiatrique. Il s'agit d'une réunion très importante, non seulement pour célébrer les résultats pivots du programme d'essais cliniques, mais également pour réfléchir à la réussite du consortium et à l'avenir d'un problème de santé publique très important auquel s'est attelé le consortium depuis un certain nombre d'années. Je m'appelle Berthe Lofkens, je suis membre du conseil d'administration du consortium et je suis responsable scientifique chez Ligature. Je suis ravie d'être le modérateur de ce webinaire aujourd'hui, auquel vous participez depuis le Japon, le Brésil, les États-Unis, l'Europe et l'Afrique, bien sûr. Donc nous avons un très beau public pour réfléchir à cette réussite. Au cours de ce webinaire, il y aura de l'interprétation de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais. Donc il est important que vous puissiez compter sur des services d'interprétation. À l'écran, vous pouvez voir les instructions pour accéder à ces services d'interprétation. J'espère qu'elles sont bien claires. Lorsque vous utiliserez ces services, nous vous recommandons de ne pas éteindre le son original de la réunion afin que vous entendiez les orateurs originaux. Enfin, c'est à vous de choisir ce qui vous permettra de suivre au mieux les débats et d'y participer. Deuxièmement, je voudrais expliquer comment vous pouvez interagir avec nous, car nous ne voulons pas seulement vous envoyer des informations, mais nous voulons également recueillir vos points de vue, vos idées, vos réflexions, et pour cela, il y aura une séance de questions-réponses à la fin de ce webinaire. J'ai donc le plaisir de vous inviter à y participer. Nous allons donc recueillir vos questions. Alors, je vous prie de bien vouloir utiliser le bouton Q et A, donc questions-réponses de votre écran. Et finalement, vous devez savoir que ce webinaire sera enregistré et qu'il sera disponible sur le site web du consortium. Donc voici pour ce qui est des questions pratiques. Donc un accueil chaleureux à ceux d'entre vous qui nous rejoignent et vous savez que vous avez accès à des services d'interprétation, donc n'hésitez pas à les utiliser et ravi de vous accueillir au sein de notre communauté. Maintenant, venons-en au sujet de ce webinaire, car il me semble que nous avons un merveilleux programme qui nous attend et qui va réfléchir à ses réussites, mais également à tout ce long parcours qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Comme nous l'avons mentionné, nous sommes ici réunis pour célébrer les données de l'essai clinique pivot de phase 3 de l'arbre praziquantel, une nouvelle option de traitement potentiel pour environ 50 millions d'enfants en âge préscolaire souffrant de schistosomiase. Pour nous en dire plus sur le parcours qui a été suivi, il y aura des orateurs qui vont réfléchir aux principales étapes de ce programme, mais aussi au contexte plus général, plus global des populations en Afrique, mais également dans le reste du monde. Donc, voici la liste des orateurs. C'est un véritable honneur pour nous de commencer par un message vidéo de Peter Genter, membre du conseil d'administration de Merck et PDG de Healthcare. Le message de Peter reflètera l'engagement de Merck, qui en fait est au cœur de tout ce projet. C'est un engagement d'une société comme Merck
et qui a été si décisif tout au long de ces années et qui le restera à l'avenir. Le message de Peter versera sur l'engagement de la société, évidemment, mais également sur l'innovation, enfin le pouvoir de l'innovation et le besoin d'inclure les différentes communautés scientifiques et les partenaires de la santé mondiale dans cette trajectoire vers l'innovation. Ensuite, nous écouterons Jutta Reinhardt, directrice du Global Health Institute chez Merck et présidente du consortium. Jutta fournira le contexte du consortium et parlera également de l'ensemble du parcours qui a débuté, en fait, il y a presque 10 ans. Après la présentation de Jutta, nous entendrons des informations cliniques détaillées sur l'aboutissement du programme jusqu'à présent de la part de Benjamin Delken, directeur général de Global Health chez Merck. Benjamin nous parlera des derniers résultats cliniques, mais aussi de la façon dont on amènera cela devant nos collègues des instances de contrôle, car il s'agira d'une discussion importante quant aux bénéfices pour les enfants auxquels nous nous adressons. Aussi, il est important, et c'est au cœur de ce projet, d'établir toujours des partenariats auprès des populations dans les différentes régions. Et nous sommes donc ravis d'être rejoints par le professeur Ngoran de Côte d'Ivoire. Il réfléchira, il est chercheur principal du programme d'essais cliniques et il expliquera la façon dont la région, dont la population a participé non seulement à l'essai clinique, mais également à nous indiquer comment seront utilisés ces résultats à l'avenir pour différents scénarios de traitement. Et il réfléchira également à de nouvelles possibilités de collaboration. L'orateur suivant sera Peter Steinmann, un collègue très important de Swiss TPH. Comme vous le savez, c'est un partenaire avec lequel nous collaborons depuis de nombreuses années. Peter est co-responsable du programme ADOPT qui se concentre sur la formulation qui pourra surgir à un moment donné des applications pédiatriques. La question est comment mettre en œuvre, adopter et faciliter leur adoption dans des différentes régions. Peter réfléchira à cela ainsi qu'à la façon dont le programme ADOPT de 5 ans facilitera les efforts multidisciplinaires déployés pour que chaque partie prenante puisse dialoguer et afin d'assurer l'acceptation et l'accès équitable au traitement. Car si nous n'arrivons pas à atteindre ces 50 millions d'enfants en âge préscolaire, je pense que nous n'aurons pas réussi notre programme. Donc cela sera clé pour tout le consortium. Enfin, nous sommes honorés et heureux de recevoir le docteur Michael Makange, PDG du partenaire financier du consortium EDCTP, car non seulement ce financement est-il indispensable pour le programme, mais c'est également un partenaire clé pour mener à bien notre réflexion quant à l'avenir et pour apprendre de ce projet. Car en fait, il s'agit ici d'un traitement unique pour une maladie unique et une population unique. Cependant, la perspective est plus large, car nous devons apprendre de chacune de ces étapes pour d'autres traitements du programme Global Health. Donc, Michael, nous sommes ravis que vous participiez et nous vous écouterons avec grande attention. Comme nous l'avons mentionné, il y aura une séance de questions-réponses, donc utilisez le chat le plus possible afin que nous puissions recueillir vos questions et que nous puissions amener tous ces sujets de façon interactive. Donc, merci de nouveau. Merci de nous avoir rejoints. Je vois ici que sur le calculateur que nous avons plus de 110 participants, ce qui est excellent. Et qui plus est, si l'on regarde la distribution géographique et la distribution aussi des organismes présents, il y a le secteur public, privé, la santé mondiale, les communautés scientifiques, de patients, la communauté clinique, donc c'est vraiment un très large public. Donc je vous rappelle que vous pouvez accéder au service d'interprétation en cliquant sur le bouton d'interprétation sur votre écran. Et aussi,
il est important que vous exprimiez vos réflexions à l'écran. Et donc, c'est un plaisir de vous présenter notre premier orateur qui s'adressera à nous à travers cette vidéo. Peter, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir. Merci et bienvenue à vous tous et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis honorée et fière de pouvoir célébrer un développement important dans la lutte contre la schistosomiase avec nos partenaires du consortium du praziquantel pédiatrique, à savoir les résultats positifs de la phase 3 pour l'arpraziquantel dans le traitement des très jeunes enfants. La schistosomiase est la deuxième maladie tropicale la plus dévastatrice après le paludisme et critique en raison de son impact économique. Elle peut entraîner des troubles de la croissance, des difficultés d'apprentissage et une inflammation chronique qui peut être fatale dans les cas les plus graves. Aujourd'hui, nous proposons un traitement éprouvé principalement pour les enfants en âge scolaire. Cependant, le traitement de plus de 50 millions d'enfants d'âge préscolaire reste un défi important, surtout en raison de l'absence d'un médicament pédiatrique. Les résultats positifs de la phase 3 pour l'arpraziquantel apportent désormais une solution potentielle à ce besoin médical critique non couvert et ouvrent la voie à la soumission du dossier d'enregistrement en 2022. Depuis plus de 14 ans, Merck s'est engagé dans la lutte contre la schistosomiase et plus récemment dans l'élimination de cette maladie en tant que fardeau de santé publique. Nous avons adopté une approche intégrée qui va au-delà du don et qui investit dans des initiatives d'éducation sanitaire, d'assainissement et d'hygiène, ainsi que dans la R&D de nouveaux médicaments et diagnostics. En fin de compte, nous exploitons le pouvoir de l'innovation en tant qu'entreprise scientifique et technologique de premier plan et nous construisons l'équité dans l'accès à la santé pour ne laisser personne de côté. Avec nos partenaires dans le consortium, y compris ceux des pays endémiques, nous avons mis en commun nos esprits créatifs et notre expertise et nous avons tiré parti de notre objectif commun pour avoir un impact positif sur la vie des gens. En outre, dans le cadre de ce partenariat public-privé, nous avons établi un modèle puissant pour le développement de thérapies destinées aux populations vulnérables. Ces thérapies ont le potentiel de briser le cycle de la maladie et de la pauvreté et de relever les défis socio-économiques en permettant le développement durable des communautés. L'intégration complète des pays et de leur expertise dans la conception du programme a été un facteur essentiel de la réussite de ce modèle. Cet effort de collaboration a été une grande expérience pour nous tous au sein de ce consortium. Et pour cette raison, j'aimerais féliciter l'équipe, tous les partenaires du consortium et les experts, collaborateurs, y compris l'Organisation mondiale de la santé pour leur travail exceptionnel qui a permis d'atteindre cette étape importante. Je souhaite également remercier la Fondation Bill et Melinda Gates pour sa contribution, ainsi que le fonds GHIT et le DCTP qui sont allés bien au-delà de la simple fourniture de ressources financières et qui nous ont accompagnés dans cette merveilleuse réalisation. Le succès du programme praziquantel pédiatrique est certainement un exemple concret de la force de notre approche commune pour une collaboration durable et innovante en matière de santé mondiale. Grâce aux efforts continus du consortium et à la consolidation permanente des partenaires locaux et internationaux, je suis convaincue que l'élimination de la schistosomiase est un objectif qui peut être atteint. Merci Peter, je suis sûre que vous recevrez de très bonnes appréciations et c'est un honneur pour nous que vous ayez pu vous joindre à nous, même si c'était que par vidéo interposée, mais nous vous sentons très proches de nous en vous exprimant sur cet important projet et en établissant des liens avec tous les partenaires tels que l'OMS, les communautés, les régions, etc. Donc c'était merveilleux. Maintenant, pour continuer notre programme, j'ai le plaisir de vous inviter à écouter notre prochaine conférencière, Jutta Reinhardt. Je l'ai déjà un peu présentée lors de l'introduction. Elle a beaucoup de titres, car c'est la directrice du Global Health Institute, mais elle a lancé aussi beaucoup d'autres initiatives. Mais moi, j'ai beaucoup appris toutes ces années en tant que membre du conseil d'administration qu'elle présidait, surtout lorsque le consortium se trouvait au Kenya il y a quelques années. C'est une véritable championne de la santé mondiale. Et
il est particulièrement important que des sociétés telles que Merck aient des personnes merveilleuses comme elle, car elle peut établir des ponts entre le monde de la grande entreprise et le secteur de la santé mondiale. Donc, Yuta, je suis absolument ravie que vous nous accompagniez dans nos réflexions et tout au long de ce cheminement. D'ailleurs, vous êtes là depuis bien plus longtemps que moi, donc je suis ravie que vous nous rameniez là où tout a commencé et que vous nous expliquiez pourquoi cela a commencé. Jutta, vous avez la parole. Merci, merci Berthe. Merci de votre aimable présentation. Je me sens un peu gênée, je dois dire. Je suis confuse, mais je suis ravie de partager avec vous l'historique et tout ce parcours que nous avons suivi. Est-ce que je suis en mode présentation? Une petite seconde, je vais vérifier. Oui, je pense que là, c'est bon. Merci. Eh bien, vous avez déjà entendu parler de Peter Gunther qui a parlé de la schistosomiase. Je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer à la communauté qui nous écoute aujourd'hui ce qu'est cette maladie. Elle se trouve surtout en Afrique. 90% des patients de cette maladie, qui souffrent de cette maladie, vivent en Afrique sous-saharienne, mais vous verrez que de nos partenaires, que le Brésil est un partenaire important, c'est encore un pays affectés par la schistosomiase et qui souhaiteraient éliminer cette maladie. Nous avons aussi entendu la façon dont elle est causée et dont elle se répand par l'eau. J'aimerais vous parler des conséquences de cette maladie, car tout au long des années, lorsque je travaillais, et je travaille encore sur cette maladie, j'ai réussi à en savoir un peu plus sur les impacts des conséquences à long terme de cette maladie. Un collègue du Mali parlait de la fibrose du foie chez des enfants de 4 ans. Comment cela est-il possible? Comment pouvons-nous accepter qu'une maladie aussi grave ait des conséquences chez des enfants si jeunes? Nous avons aussi entendu parler de schistosomiase génitale qui donne lieu à des cancers futurs, donc des conséquences dramatique, et c'est une maladie qui passe inaperçue car c'est la maladie des personnes négligées. Nous nous sommes réunis effectivement il y a 10 ans. Nous nous sommes réunis et nous avons déclenché, je me demande quel a été le déclencheur. Eh bien, parce que nous étions très peu et excusez-moi si je ne mentionne pas toutes les personnes, mais une personne qui m'a beaucoup influencée, c'était Russell Stoddard, qui avait écrit un article sur ces populations négligées, ces jeunes enfants. J'essaye de passer à la prochaine diapositive, mais ça ne marche pas. Ah, merci. Donc, ces populations négligées d'enfants en très bas âge, des enfants de moins de 6 ans, on les appelle les enfants en âge préscolaire et qui ne reçoivent aucun traitement. Et ceci est vraiment préoccupant. Nous avons beaucoup parlé pour nous demander s'ils étaient infectés ou pas. Mais enfin, il y avait quand même des preuves anecdotiques de ce que ces enfants en âge préscolaire étaient également infectés. Et vous m'avez déjà entendu vous dire qu'il y avait des fibroses du foie, des schistosomiases génitales. Donc, au début, il y a eu beaucoup d'obstacles qu'il a fallu éliminer. La question était s'il y avait un fort besoin médical, s'il y avait une grande prévalence. Mais en fait, je crois qu'on a commencé par Swiss TPH, Stella et Ligature à l'époque. Et Pharmagenius nous a rejoint un petit peu après que nous ayons commencé ce consortium en partenariat privé-public pour répondre à ce besoin médical. Et nous avons fondé ce que nous appelons aujourd'hui le consortium du praziquantel pédiatrique. Et de quoi s'agissait-il? Eh bien, notre vision, c'était de réduire le fardeau de cette maladie chez les jeunes enfants et même les nourrissons.
et des enfants en très bas âge. Donc, c'était un grand défi. Notre mission était de développer, de créer, d'enregistrer et d'offrir de l'accès à un traitement pédiatrique correct de la schistosomiase chez les enfants en âge préscolaire. Et j'insiste sur l'accès. Ça, c'est là où notre consortium entre en jeu. On a organisé des webinaires à ce sujet il y a un certain temps grâce au projet Adopt. Mais maintenant, nous sommes là pour parler des résultats de ces 9 dernières années et nous allons parler de tout le développement. Avant de parler de ce que l'on a réussi à faire, je vais vous donner un petit peu d'informations sur ce consortium. D'après mes connaissances, c'est le premier partenariat public-privé international sur la schistosomiase. Il a été créé en juillet 2012 en tant qu'un consortium à but non lucratif. Et nous avons des partenaires qui nous ont rejoints tout au long de la vie du consortium. Nous avons eu des partenaires pendant un certain temps, car ils avaient une tâche très précise à remplir et ensuite ils sont partis. Mais évidemment, ils continuent à nous suivre. Mais c'est un consortium vraiment ouvert et selon les besoins. Et on a vraiment commencé par la préclinique. Selon les besoins, eh bien, des partenaires arrivaient, d'autres s'en allaient. Et on a une structure de gouvernance très solide. Nous avons un conseil d'administration du consortium dirigé par Merck et tous les partenaires y sont présents, ils sont représentés. Et puis il y a une équipe de développement et c'est sur cela qu'on va se concentrer aujourd'hui. Puis il y a une équipe d'accès et d'autres sous-équipes. Nous sommes appuyés par des experts internationaux ainsi que des bailleurs de fonds et nous sommes fiers de ce que l'OMS soit un observateur du consortium. Vous voyez ici tous les collaborateurs du consortium, Merck, Astellas, Swiss TPH, Ligatur, Farman Guinos, la SCI, l'université Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, Clinicum Reis, c'est l'université technique de Munich, les ministères de la Santé de la Côte d'Ivoire, du Kenya et de l'Ouganda, le AIHD du Kenya et l'université Makerere. Donc, vraiment, ce consortium s'est beaucoup étoffé tout au long de ces années. Lorsque nous avons commencé en 2012, nous n'étions que 4 partenaires qui luttions pour justifier l'existence de ce consortium, le besoin à couvrir. Et maintenant, nous avons le plaisir de voir tous ces partenaires très engagés. Donc, quels étaient nos objectifs? Eh bien, notre mission est de développer et de lancer une médication pédiatrique innovatrice pour traiter les enfants en âge préscolaire qui souffrent de la schistosomiase. Et ça, c'est une recette clé pour d'autres partenariats que nous avons. C'est d'organiser des réunions d'experts. Nous demandons aux experts sur le terrain de discuter du profil des produits cibles et nous parlons avec des leaders d'opinion clés dans le pays. Nous nous sommes réunis avec des experts dès le départ. Et aussi, nous avons parlé du modèle humain de collaboration pour l'avenir. Comment faire en sorte que cela soit durable, car nous savons que les jeunes enfants ne peuvent payer ces traitements. Donc, nous avons cherché des façons durables de fournir la formule praziquantel pédiatrique pour ces patients. Et quels sont les mécanismes durables? Eh bien, nous avons inclus dès le début la planification d'accès intégré 3 ans avant le lancement, avec des nouvelles directions de travail, des nouveaux projets qui sont entrés dans le consortium. Et nous avons travaillé avec les fabricants africains
afin que eux fabriquent le produit à l'avenir. Et c'est important de dire cela. Ce traitement doit toujours être gratuit pour les patients, sans parler des objectifs de durabilité. Vous comprendrez aisément la façon dont ce projet correspond aux objectifs de développement durable tels que l'objectif 3, 9 et le 17 qui indiquent qu'il faut établir des partenariats pour atteindre ces objectifs. Eh bien, notre partenariat est la preuve vivante de cela. Donc, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons un comprimé qui s'appelle Arpraziquantel. Et vous, les pharmaciens qui sont parmi vous, savez que le praziquantel est un mélange de racémique, L et D, dont des énantiomères, dont un seul est actif, et l'un fonctionne sur l'énantiomère et aussi a réussi à faire en sorte qu'il soit moins amer. Donc on s'est beaucoup intéressé à cet énantiomère. Et on attendait beaucoup de cet énantiomère. C'est plus petit, donc nos comprimés aujourd'hui sont plus faciles à utiliser. L'appréciation dans le palais est améliorée. On peut le doser de façon plus précise et on peut le prendre avec de l'eau ou sans eau. Et c'est beaucoup moins amer. Ce n'est pas complètement, l'amertume n'est pas complètement disparue, mais enfin, si vous connaissez le goût du praziquantel, vous comprendrez immédiatement que là, on a amélioré celle-ci. Et on a réussi à assurer sa stabilité dans un climat humide, ce qui est important pour les régions tropicales. Et nous voulons vraiment faire en sorte que ce produit soit fabriqué localement et à grande échelle. On ne pouvait pas passer directement au développement clinique. Il y avait encore du travail du côté préclinique, malgré le fait que praziquantel est connu depuis déjà 40 ans. C'est sur le marché depuis 1980, je pense. Ça a été testé dans des essais cliniques, mais je dirais que pas tant que ça, parce que c'est une maladie de population négligée, donc il n'y a pas eu beaucoup d'investissement dans la recherche et il faut encore en faire plus. Mais enfin, on a pu entamer les développements cliniques et il y a eu des discussions intéressantes sur le goût, est-ce que c'était amer, est-ce que ce n'était pas amer, et puis après on s'est dit, mais pourquoi parlons-nous de cela? En fait, il faut demander à la population intéressée. Il fallait donc mener une étude auprès des enfants et c'est cela qu'on a fait en 2015. Ça a été une étude très intéressante sur le goût auprès des enfants en âge scolaire, parce que les plus jeunes sont plus difficiles à cibler et de plus il est difficile de les faire s'exprimer sur le goût. Mais en ce qui concerne les enfants en âge scolaire, là on a très bien réussi et c'était très intéressant d'obtenir toutes leurs réflexion et on a pu commencer la phase 1 avec des études de faisabilité en Afrique du Sud. Ça a été des adultes, enfin des volontaires. Et puis ce qui était très intéressant, c'est quand on a pu faire passer notre produit en phase 2, PKPD en Côte d'Ivoire. Et là, en Côte d'Ivoire, l'espèce Schistomanzoni était infectée de Schistomanzoni et donc c'était des enfants de 3 mois à 6 ans et ça a été un grand effort de fait pour trouver des enfants de ce groupe-là. Beaucoup d'enfants étaient filtrés et je crois que vraiment nos collègues de Côte d'Ivoire ont fait un énorme travail. Donc, avec ces
résultats sur les doses. On a pu passer au Kenya, à la phase 3 en Kenya et en Côte d'Ivoire. Au Kenya, c'était l'hématobiome, donc on a pu inclure des enfants plus jeunes infectés par l'hématobiome. Et cette étude, évidemment, présentait beaucoup de défis, étant donné qu'il y a eu le Covid. Et, donc, on a eu du mal, mais on a réussi à finir cette étude clinique récemment et vous entendrez les résultats plus en détail que vous présentera Benjamin. Qui va prendre la parole après ma présentation. Donc, pour finir, qu'est-ce qui est important ici? Eh bien, je pense qu'avec notre vision et notre mission, je peux dire que nous sommes en train de faire ce que nous avons dit, c'est ce que j'ai dit au départ. Quoi qu'on fasse, il faut vraiment savoir que nous le faisons. Nous regardons, disons, toute la partie de renforcement des capacités au niveau local. Quand on fait du développement clinique, eh bien, nous sommes en mesure de renforcer les infrastructures et les sites cliniques. Nous avons fait des formations avec des professionnels de santé locaux. Nous avons pu maintenir les capacités de toutes les équipes pendant la COVID. Et ça, c'est quelque chose de très, très important que personne n'avait prévu, évidemment. En ce qui concerne la fabrication, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous avons un accord maintenant de signer avec Universal à Nairobi pour la production à grande échelle. Et les connaissances qui sont nées au Japon, en Allemagne, eh bien maintenant ont été transférées au Brésil et maintenant elles seront transférées au Kenya. Je pense que les collègues ici du côté de CMC, donc du côté de la fabrication, font un travail extraordinaire. Et ça, c'est franchement mondial, au niveau mondial. Donc là, j'arrive à ma dernière diapositive. Je voudrais vous remercier de votre attention. Tout au long des années, nous avons développé également un site web vraiment intéressant et vous avez de nos nouvelles régulièrement. Nous avons une équipe de communication qui est très active et je voudrais remercier tous les partenaires et tous les collègues qui participent, qui ont été impliqués et qui sont impliqués encore aujourd'hui, ceux qui ont été impliqués dans le passé et ceux qui sont impliqués aujourd'hui, parce que vraiment, je crois en ce projet et nous avons réussi à obtenir ces résultats qui sont une vraie réussite. Merci énormément et je donne la parole à Benjamin. Merci. Merci Yuta et merci aussi de cette réflexion. J'apprécie vos commentaires qui ont été non seulement théoriques, mais ça a été très concret aussi, et notamment le partenariat entre CMC et la partie clinique. Donc vraiment, je suis ravie de pouvoir continuer avec ce programme que Benjamin Dalkin, avec une longue expérience dans le secteur, va nous présenter donc les résultats de l'essai cité par Utah. Maintenant, on va voir les détails. Benjamin, oui, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui les résultats positifs de notre essai. Ici, dans la partie blanche, vous voyez que l'essai a été réalisé en Côte d'Ivoire, où les enfants ont été infectés avec S. mansoni, et au Kenya, où il y avait des enfants infectés par S. mansoni et S. hématobiome. Nous avons convenu donc de la conception de l'essai avec l'Agence européenne des médicaments avant le début de l'essai. À gauche, vous voyez que nous avons recruté des enfants d'âge préscolaire infectés soit par schistosoma mansoni, ici en bleu, ou bien schistosoma hématobiome, ici en rouge. Et nous avons structuré l'essai en différents groupes en fonction de l'âge des enfants. Tous les enfants ont reçu une dose de
azapraxicantel de 50 mg par kilo ou de 40 mg, donc le premier de praziquantel et le deuxième 40 mg par kilo de biltricide. Donc, c'est la dose standard qui est actuellement utilisée dans les programmes de contrôle. Si vous regardez les différentes cohortes, ici en bleu, vous avez la cohorte numéro 1, des enfants de 4 à 6 ans recrutés qui ont été randomisés dans un rapport de 2 à 1 pour recevoir soit du praziquantel, soit du biltricide. Et c'était la seule cohorte randomisée que nous avions. Ensuite, dans la cohorte 2, nous avions des enfants de 2 à 3 ans et dans la cohorte 3, nous avions les très jeunes enfants de 3 à 24 mois d'âge. Et puisque cette cohorte était difficile à recruter, nous l'avons regroupé avec les cohortes d'enfants très, très jeunes qui étaient dans l'autre phase de l'étude. Si nous regardons ici les cadres, donc les enfants, nous voyons un groupe de 3 mois à 24 mois en phase 2 et nous avons commencé avec une dose de 50 mg par kilo, donc nous n'avions pas d'expérience sur le praziquantel, S-Mansoni et S-hématobium en phase 2. C'est pour ça que nous avions ici la phase de détermination de la dose qui a été mise en œuvre dans l'essai. Et nous avons vu, après les premiers patients chez qui on a analysé les premiers résultats, qu'on devait augmenter la dose. Et donc, nous sommes passés à 60 mg par kilo. Et je vais vous montrer les résultats pour les deux groupes plus tard. Nous avons inclus aussi un deuxième point temporel. Nous avons, par exemple, pour les enfants infectés par S-hématobium, nous avons inclus aussi donc, une évaluation pour la semaine 5. Ici, le critère d'évaluation principal était le taux de guérison à la semaine 3 après le traitement pour les sujets infectés par S-Mansoni dans la cohorte 1. Il y avait un seuil préétabli pour le taux de guérison défini au début de l'essai qui a été fixé à 60%. Voilà. C'était notre attente et notre benchmark qui était inclus ici. Ensuite, les critères d'évaluation secondaire étaient le taux de guérison dans les autres cohortes à la semaine 3 et 5 et donc la limite inférieure de l'intervalle de confiance était à 95% et ça le seuil était fixé aussi à 70%. Ensuite, un autre critère d'évaluation secondaire était la réduction des œufs et à 3 semaines et à 5 semaines pour les S-hématobium. Nous avons analysé la sécurité et la palatabilité. Ici, nous voyons les critères de sélection de tous les patients qui ont participé. Les critères d'inclusion étaient un âge compris entre 3 mois et 6 ans. Et ils étaient distribués dans différentes cohortes en fonction de l'âge. Ils devaient avoir une infection unique par S-Mansoni ou S-hématobium. Le poids corporel minimum était de 5 kg. Et comme on le fait dans tous les essais pédiatriques, il fallait obtenir le consentement des parents. Nous avons exclu les sujets atteints d'infections mixtes et présentant des pathologies médicales qui compromettent la sécurité du patient et l'évaluation des objectifs de l'étude. Nous avons également exclu les patients ayant des antécédents médicaux de convulsions, de cystosarcose et de maladies débilitantes, par exemple la tuberculose ou la malnutrition. Bien entendu, tous ces critères d'exclusion venaient du praziquantel. Et nous avons aussi exclu les patients traités par un traitement concomitant susceptible d'interférer avec le métabolisme du praziquantel et les
paludéen 2 semaines avant le dépistage en raison de l'activité anti-schistosome. Voilà la disposition des patients que nous avons inclus dans l'essai. Nous avons dû exclure beaucoup de patients. Nous avons dû dépister 2687, nous avons dépisté 326 et nous avons recruté 288. Et ceci était défini comme la population de sécurité. Nous avons exclu 8 autres sujets dus à l'utilisation d'antipaludiens pendant l'étude. Et donc là, on a une population MTT qui est là et dans laquelle on a évalué la guérison. Ici, vous voyez les données démographiques de la population MTT. Il est important de dire que dans la cohorte 1A et 1B, selon le protocole d'étude, nous avions un minimum prédéfini de patients infectés de façon modérée ou sévère. Nous avons ici atteint presque 40% dans les 2 cohortes. Et dans les autres cohortes, le taux d'infection était plus faible, sauf pour la cohorte 2, où vous voyez que l'intensité atteint presque 60%. En conclusion, nous pensons que l'intensité de l'infection était conforme au contexte de la vie réelle, à l'exception de la cohorte 1, dans laquelle la proportion d'infections modérées et graves était spécifiée au préalable. Vous voyez ici les taux de guérison. Regardez notamment les 4 premières barres vertes, donc les enfants infectés par S. mansoni. Vous voyez ici que nous avons atteint des taux plus élevés, même supérieurs à 90%, avec la praziquantel. Ici, il y a le groupe de référence. Ici, nous avons atteint 81%. Et j'ai aussi inclus ici la ligne en pointillé, l'intervalle de confiance de 95% qui dépasse légèrement le seuil de 70%. On voit que dans l'arpraziquantel, on a dépassé ce seuil de 70%. Ce qui a fait que l'étude soit un vrai succès. Aussi, donc, nous voyons que dans le biltricide, ça dépasse légèrement le seuil de 70%, mais dans la cohorte 1A et 1B, dû à la randomisation, nous avons un intervalle de confiance plus élevé. Donc, probablement, s'il y avait eu plus de patients dans le groupe biltricide, nous aurions dépassé aussi le seuil de 70% pour l'intervalle de confiance pour le biltricide. Ensuite, si vous avez les enfants infectés par S. hématobium en bleu, et vous voyez pourquoi on a augmenté la dose, parce que pour la dose de 50 mg, on a obtenu à peu près 60%, presque 60%, et donc c'est pour ça que nous avons augmenté la dose à 60 mg par kilo, et avec ça, avec cette dose plus élevée, nous avons obtenu une efficacité de 86%, ce qui était donc à la semaine 3, et nous avons inclus aussi pour les S. hématobium un autre moment d'évaluation, la semaine 5, avec donc 95% de réussite. Donc de 86, on est passé à 95, même si les intervalles de confiance se superposent. Donc probablement, c'est un enseignement qui indique qu'il faut vraiment tenir compte de différents intervalles, de différents points dans le temps, notamment pour S. hématobium. Ici, nous voyons la cohorte avec des très jeunes enfants de 3 à 24 mois avec un résultat de
guérison de 95%, cohérent avec les très jeunes enfants de l'étude de phase 3 et de phase 2. Donc, en fin de compte, on a atteint le seuil d'efficacité prédéfini pour le taux de guérison. Pour le S-hématobiome, c'est juste valable pour la dose de 60 et pas pour celle de 50. Ici, nous voyons la réduction des œufs au niveau basal par rapport au niveau basal. Ici, on vous présente les résultats et vous voyez que nous avons obtenu 99% dans toutes les cohortes. Et ceci prévoit un contrôle de la maladie, un contrôle de la morbidité, et ça dépasse la valeur définie par l'OMS de 90% pour la réduction des œufs. En ce qui concerne le résultat de sécurité, ça c'est très important en termes d'événements inattendus. En général, les événements indésirables liés au traitement, eh bien, vous voyez que les chiffres sont plus élevés dans les cohortes de S-Mansoni que dans la S-hématobiome. Et nous voyons ici que la même tendance est maintenue dans les différentes cohortes. Donc, il n'y a pas de différence notoire entre AR, praziquantel et biltricide. Il n'y a aucun événement indésirable grave et aucun abandon ou décès dû à un événement indésirable. Un seul sujet a présenté un événement indésirable grave jugé comme étant lié au médicament expérimental, mais qui s'est résolu sans séquelles. Donc ici, vous avez des événements indésirables qui sont les troubles gastro-intestinaux. En général, on voit des chiffres un peu plus élevés pour le Mansoni et des chiffres plus faibles pour les sujets infectés par S-hématobiome. Mais aussi, ici, nous avions des résultats comparables dans les cohortes randomisées 1A et 1B, quand nous avons comparé les deux molécules. Et dans la cohorte 2, nous avons des chiffres plus élevés, probablement en raison de l'intensité plus élevée de l'infection dans cette cohorte, où nous avions 60% des patients avec une infection modérée à grave comparée aux 40% des autres cohortes. Il y a eu quelques cas de somnolence, quelques cas rares, mais ce chiffre est également similaire à celui de la cohorte de référence avec biltricide. Donc, pour conclure, les troubles gastro-intestinaux étaient fréquents ici, plus fréquents que ce qu'on aurait attendu. Ici, vous voyez la palatabilité. La palatabilité a été évaluée par les parents, ici uniquement pour les sujets des cohortes 1 et 4 et exclusivement les enfants de 5 à 6 ans. Donc, c'est, comme on avait dit, chez les enfants un peu plus âgés que nous avons évalué la palatabilité. Et avec les nouveaux comprimés, on a amélioré la palatabilité. Et permettez-moi de terminer ma présentation disant que les données sur l'efficacité et la sécurité montrent un profil favorable, notamment par rapport aux critères principaux de taux de guérison. Mais ça, c'est juste pour les enfants, donc 50 pour S-Mansoni et 60 pour S-hématobiome. L'étude a satisfait son critère d'évaluation primaire, le taux de guérison qui avait été précisé. Le
ERR était assez élevé aussi dans les deux cohortes, mais avec les niveaux de doses que nous avons utilisés. Donc, nous n'avons pas identifié de nouveaux de risques ni de sécurité, mais en termes de sécurité, les 50 mg d'arpraziquantel et 60 mg ont démontré un profil de sécurité favorable et une meilleure tolérabilité, une meilleure palatabilité parmi les écoliers. Et pour finir, je voudrais remercier à tous les partenaires de ce consortium qui ont rendu cette étude possible, tout le personnel de l'essai clinique, les investigateurs et bien entendu, un grand merci aux enfants et à leurs parents. Et aussi, grand merci à la Fondation Bill & Melinda Gates, GHITF et au EDCTP. Et EEDCTP. Merci beaucoup, des données très intéressantes, beaucoup de données, mais avec un message très important pour la population cible. Vraiment, c'est très intéressant de voir déjà les résultats et aussi toutes les questions qui sont dans le chat pour vous demander des détails sur la présentation. Eh bien, maintenant, nous allons continuer avec le programme et c'est un plaisir pour moi de vous présenter ici présente la professeure Ngoran, qui est investigateur dans le consortium. Il est un leader dans ce domaine et dans cet essai. Donc, professeur Ngoran, vous allez partager avec nous votre expérience dans ce programme clinique. Merci. Merci. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers séminaristes et distingués panélistes. C'est avec un grand honneur et un plaisir que je prends ici la parole pour partager, au nom de l'équipe d'investigation, l'expérience exaltante qui nous a été donnée de vivre à travers cet essai clinique. Après une brève introduction, nous allons donc présenter les défis, l'expérience acquise et les leçons apprises avant de conclure par une brève conclusion. Permettez que je me reprenne. En effet, comme il a été dit dans les présentations précédentes, la Côte d'Ivoire a eu l'honneur de réaliser la phase 2 de l'essai clinique qui visait donc à déterminer et la formulation et la dose efficace des candidats pour traiter les enfants d'âge préscolaire. C'est une expérience qui a duré de 2016 à 2021. L'enjeu majeur de cette expérience était de conduire donc cet essai clinique selon les standards de qualité définis par le Conseil international d'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments à usage humain, selon donc les lignes directrices dites E6. Conduire un tel essai dans un standard de qualité dans un pays en développement impose la prise en compte d'un certain nombre de pesanteurs à corriger. C'est ainsi que je vais donc partager l'expérience ivoirienne. Diapo suivante. Naturellement, cette expérience a été consignée dans une publication qui est parue en 2018. Diapo suivante, s'il vous plaît. Vous le savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui parle français
la langue de la science, malheureusement, et aussi parfois des essais cliniques, et malheureusement l'anglais. Deuxième préoccupation, c'est que la Côte d'Ivoire a passé ces dernières décennies dans un conflit sociopolitique qui a remis en cause un certain nombre d'acquis et a créé des suspicions entre les peuples et les populations. Au plan donc de la lutte contre la bilharziose, depuis 2013, grâce à l'appui de l'ONG Schistosomiasis Control Initiative et du gouvernement anglais, les populations souffrant de la bilharziose reçoivent un traitement de chimiothérapie préventive. Et il faut signaler que Merck également pourvoit aux médicaments pour le traitement des enfants d'âge scolaire en Côte d'Ivoire. L'essai a eu lieu à Mans et ses alentours, dans la région donc, du Tampi et dans la région donc, et dans les régions limitrophes, à peu près 600 km d'Abidjan, où siège l'université Félix Houphouët-Boigny, qui héberge la coordination de l'équipe. La zone de Mans, naturellement, dans son étendue et dans ses caractéristiques, peut être considérée comme représentative des régions d'endémie et des sites d'endémie qu'il faut parcourir dans le monde réel pour traiter les populations atteintes. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous passons maintenant au challenge, au défi que nous avons rencontré. Le premier défi que nous allons relever, c'est l'accessibilité des sites. Nous avons parlé de l'étendue de la zone. Il s'est agi donc pour la phase 3, la région du Guémont et la région du Tampi. Pour la phase 2, nous avons également ajouté la région du Cavali. Et pour la phase 3, pour la centaine de participants, il a fallu parcourir 29 villages. Et durant la période de février 2020 à mai 2021, vous voyez donc illustrer la difficulté de l'accès des sites pour pouvoir avoir accès aux participants et les convoyer vers le centre de santé. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous pouvons relever 3 défis majeurs auxquels nous avons eu à faire face. Le premier défi, c'était donc, comme il a été dit, le renforcement des capacités. Il faut entendre par renforcement des capacités, d'abord les infrastructures, ensuite les équipements, mais également la qualification et la formation des personnes, du personnel de recherche et d'intervention. Le deuxième grand défi, ça a été donc la participation, l'adhésion des populations pour adhérer à cette étude. Et enfin, le troisième grand défi, ça a été donc de respecter la réglementation et les normes éthiques dans la conduite de ces essais cliniques. Diapo suivante. Au plan, diapo suivante s'il vous plaît, sur le plan donc de renforcement des capacités, il a fallu, pour pouvoir réaliser cet essai clinique, construire en tout cas un pavillon dédié aux participants du projet, parce qu'il fallait d'abord les mettre à l'écart des salles habituelles d'hospitalisation, donc des patients de l'hôpital, mais surtout parce qu'il n'y avait pas suffisamment de lits pour les dédier à l'essai. Par la suite, des bureaux ont été aménagés également pour faciliter et améliorer la conduite de l'étude.
Il a fallu par ailleurs équiper les laboratoires en équipement de laboratoire pour pouvoir réaliser tous les examens biomédicaux nécessaires. Le deuxième volet, c'était donc la formation des ressources humaines. Naturellement, pour plusieurs des membres de l'équipe de recherche, c'était la première expérience d'essais cliniques conformes aux normes du Conseil international d'harmonisation. Et donc, il a fallu des sessions intensives de formation, de renforcement de capacités pour amener les membres de l'équipe à pouvoir répondre aux exigences de qualité requises. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. En ce qui concerne l'adhésion des populations, cela n'était pas gagné avec le contexte général de conflits, de crises sociopolitiques. Et pour pouvoir surmonter cet aspect, nous avons dû mettre en place une politique de communication qui a impliqué toutes les autorités administratives, à commencer par le préfet de la région, qui relayait l'information aux sous-préfets, qui eux-mêmes informaient les chefs de village. C'est après cela que nous conduisions des réunions avec les chefs traditionnels et les leaders communautaires pour partager l'information, discuter avec eux et recueillir leur adhésion. Naturellement, de façon formelle, nous attendions donc leur accord avant donc de commencer le recrutement. L'autre élément à relever, c'était que c'est des zones polyglottes avec plusieurs langues. Donc, nous avions le défi de la traduction, souvent dans les dialectes, pour faire comprendre aux populations donc, les exigences du projet. Cette approche, nous pensons, a été l'un des aspects importants dans le succès du recrutement que nous avons pu réaliser. Diapo suivante. Diapo, s'il vous plaît. Les autres challenges, les autres défis qui pouvaient être relevés relatifs au consentement des populations, c'était l'illettrisme et l'analphabétisme, l'absence parfois de documents d'identification des enfants qui ne permettaient pas donc de recruter un bon nombre d'enfants et la rareté des témoins pour signer donc les fiches d'information et de consentement et notamment les rumeurs sur la destinée des prélèvements de sang, etc. Diapo suivante. Le dernier grand défi, diapo suivante. Le dernier grand défi était donc le défi au niveau donc, du respect de la réglementation, l'expérience que nous avons vécue. Il faut dire que la mise en œuvre de ces essais cliniques a été une véritable opportunité pour le ministère de la Santé afin de clarifier les procédures de soumission, d'autorisation des essais cliniques. Pour y arriver, il a fallu des rencontres avec, entre sponsors, investigateurs et autorités du ministère de la Santé pour clarifier cela, parce qu'au moment où nous commencions, il y avait des interprétations différentes de la réglementation par les différentes structures en charge des essais cliniques. Mais finalement, en 2018, il y a pu avoir donc une évaluation externe pour clarifier et définir la procédure pour autoriser les essais cliniques. Cela donc a abouti à la création en 2018 d'une autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique en charge naturellement d'approuver et de donner ces autorisations. Naturellement, ce process montre combien il est nécessaire pour les sponsors et les parties prenantes d'user de patience et afin
d'utiliser le dialogue pour résoudre tous les problèmes qui peuvent subvenir durant la conduite des essais. Diapo suivante. Que conclure? Diapo suivante. Nous pouvons conclure par cette affirmation que la conduite d'essais cliniques dans les pays en développement est indispensable pour faire face aux maladies qui touchent les populations vivant dans l'extrême pauvreté, parfois à la lisière du développement. Naturellement, l'expérience ici montre que pour pouvoir atteindre les standards, il faut pouvoir adapter les recommandations, les guidelines élaborés au niveau international au contexte des pays souvent en développement. Diapo suivante. Ainsi, nous pensons que cette expérience est un exemple d'école qui peut montrer combien un partenariat public et privé peut amener à la conduite d'essais cliniques de qualité pour des affections qui touchent la pauvreté, les pays en développement, en améliorant premièrement, donc au cours de la conduite de ces essais, les compétences et les capacités des institutions, en recherchant des solutions pragmatiques aux questions qui se posent et en améliorant l'environnement global en matière de régulation des essais cliniques. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous avions à vous dire. Et avant de terminer, je voudrais, diapo suivante, sincèrement remercier toutes les populations qui ont participé, parents, enfants, équipes de recherche, mais également tous les partenaires grâce auxquels, en tout cas, cet essai a pu être réalisé et espérer surtout que toutes ces compétences puissent être développées dans les pays en développement pour que la recherche pour les maladies qui touchent les pays en développement puisse se faire dans les standards internationaux. Diapo final, je vous remercie. Merci, professeur Ngoran, pour votre précieux apport à ce webinaire. J'avoue que je suis très impressionnée et profondément intimidée. En tant que scientifique et en tant qu'ancien membre de l'autorité de réglementation, quand je vois tous ces tableaux et ces données recueillies, combien d'efforts ont été investis auprès des populations locales pour obtenir autant de données. Donc, félicitations pour votre travail et votre contribution. Mais je suis certain que nous y reviendrons lors de notre discussion. Maintenant, continuons avec Peter Steinman. Comme je l'ai dit auparavant, il est co-responsable du consortium et particulièrement impliqué dans la partie sur l'accès au sein du projet ADOPT. Donc, Peter, vous avez la parole. Merci beaucoup de me donner la parole et l'espace pour vous parler du programme ADOPT et des activités de l'équipe chargée de l'accès. Pourquoi ces activités de l'équipe chargée de l'accès? Jutta l'a déjà expliqué au début, étant donné que la mission du consortium n'est pas seulement de créer et d'enregistrer de nouveaux médicaments, mais de leur permettre d'avoir un accès à la population, et d'où ces différentes activités. Par conséquent, nous avons divisé les activités en deux équipes. L'équipe de développement, ce sont celles que vous avez entendues jusqu'à présent. Nous avons parlé des essais, ensuite des enregistrements des nouveaux médicaments, et puis l'équipe chargée de l'accès. Il s'agit du transfert technologique, de la méthodologie de la distribution et du financement pour assurer un accès durable aux nouveaux médicaments une fois
qu'ils deviennent des médicaments routiniers dans la prise en charge de patients. Donc il est important de penser à l'accès avant même que les médicaments ne soient disponibles, afin que les patients qui en ont besoin, dans ce cas les enfants en âge préscolaire, aient accès à ces nouveaux médicaments le plus tôt possible dès que les médicaments sont approuvés. Et donc, dès 2019-2020, nous avons commencé à créer des programmes. Enfin, celui-ci s'appelle le programme ADOPT, pour combiner toutes ces activités nécessaires afin d'assurer l'accès à ces médicaments. On a créé des propositions, on a reçu du financement pour un programme de 5 ans de l'EDCTP et de GHIT. Les activités ont commencé déjà cette année en 2021 et nous pensons que les résultats positifs des essais cliniques qui viennent de nous être présentés par Benjamin montrent que c'était un investissement à point nommé pour les activités à venir. En fait, les idées derrière ce programme ADOPT sont résumées ici. L'objectif du programme est de comprendre la perception de la schistosomiase pédiatrique et son traitement au praziquantel. Et selon cette compréhension et la perception locale, on peut définir des stratégies de mobilisation sociale pour introduire le praziquantel auprès de ces populations. Parallèlement, il nous faut identifier des plateformes et des approches afin de distribuer le médicament à des enfants en âge préscolaire. Je vous rappelle que normalement, on distribue les traitements contre la schistosomiase auprès des enfants en âge scolaire, donc à travers les écoles. Mais pour les enfants en âge préscolaire, on ne trouve pas ce traitement dans les écoles. Donc il faut définir de nouveaux canaux pour atteindre cette population. On ne les atteint pas à travers l'école. On a défini 2 phases pour le programme de mise en œuvre. Tout d'abord, comme on l'a dit, la mobilisation sociale grâce à des stratégies de communication, et cela doit être fait sur mesure selon les contextes nationaux. Et puis ensuite, il y a la phase de mise en œuvre pour arriver à la plateforme et à l'approche la plus appropriée. En fait, on la met en œuvre en commençant à petite échelle, on compare des approches différentes et puis on sélectionne la plus efficace et on passe à une échelle supérieure pour ce groupe de population. Parallèlement, on identifie les bailleurs de fonds et les parties prenantes qui sont celles chargées de la mise en œuvre d'un traitement de routine auprès de cette population d'enfants en âge préscolaire. Ici, le but du programme ADOPT est de préparer l'introduction du lévopraziquantel en comprimé de 150 mg parmi les populations endémiques où se trouve la schistosomiase. Et pour cela, il faut identifier tous les partenaires qui participent à ce processus. Il s'agit d'un effort pluridisciplinaire. Il faut faire des études de faisabilité tout d'abord, et puis des études de coûts et bénéfices au niveau de la population pour assurer un accès équitable auprès de la population. Et il faut ensuite sélectionner des approches validées pour qu'elles soient mises en œuvre ensuite par les gouvernements dans les pays dont on s'occupe actuellement, mais les autres également qui suivront les uns après les autres et qui finiront par adopter ce nouveau traitement, ce nouveau médicament.
Donc, on a défini une boîte à outils avec des recommandations facilitant l'acceptabilité dans certains pays, même s'ils n'ont pas l'expérience des études cliniques. Et ensuite, ou qu'il n'y a pas de programme ADOPT. Et ensuite, il y a l'importance de la fabrication locale, dont on a déjà parlé, comme au Kenya, par exemple. Et ensuite, il faut mobiliser les ressources pour passer à l'échelle supérieure du programme. Les objectifs, on en a défini 5. 5 objectifs clés qui nous permettent d'identifier les barrières et ou ce qui faciliterait la mise en œuvre de la distribution du lévopraziquantel. Et puis ensuite, on définit des méthodologies appropriées de communication et des stratégies de formation. Puis, on évalue les plateformes d'accès les meilleures existantes. Troisièmement, on quantifie les besoins de financement pour intégrer le lévopraziquantel dans les routines de contrôle de la schistosomiase. Et ceci est important pour savoir de combien on aura besoin pour la fabrication et combien du financement devra être couvert par le pays ou par le niveau international. Ensuite, il faut documenter la sécurité du lévopraziquantel dans son administration. Évidemment, on voit la sécurité, on étudie la sécurité du lévopraziquantel dans les essais cliniques, mais parfois, dans la vie réelle, ces traitements sont administrés avec d'autres médicaments. Il faut s'assurer de ce que ceux-ci n'interfèrent pas les uns avec les autres. Et finalement, cinquième objectif, il s'agit d'informer des changements nécessaires dans les politiques de santé pour adopter ces nouveaux programmes. Et donc, on donne les recommandations au plus haut niveau pour l'introduction de ce nouveau traitement, de ce nouveau médicament. Ici, j'ai résumé dans une seule diapositive un panorama du programme ADOPT dans son ensemble. Il s'agit d'un programme de recherche de mise en œuvre. C'est pas du tout une étude clinique, hein. C'est vraiment très proche de la réalité, le plus proche possible. Et on rassemble ici toutes les parties prenantes, que ce soit les entreprises pharmaceutiques, les instituts de recherche, ainsi que les ONG et les gouvernements des pays endémiques qui doivent tous travailler ensemble pour atteindre les objectifs du programme ADOPT. Le programme est divisé en 2 étapes ou en 2 phases. La première phase, c'est la phase pré-licence où l'on se trouve actuellement, et tout ce qui peut avoir lieu avant la licence du médicament, toutes les activités de préparation et ensuite les activités de post-licence quand il s'agit de travailler auprès de la population pour la distribution et la sélection finale des plateformes de distribution et les boîtes à outils pour le développement de tout cela. Donc, on a une approche par étapes. Donc, tout d'abord, il s'agit d'identifier, ensuite de piloter, d'évaluer et aussi de changer d'échelle et d'évaluer à la fin afin d'adopter la meilleure solution possible. C'est un programme de 5 ans, comme je l'ai déjà dit. Et ce programme a lieu dans 3 pays. Vous avez déjà entendu parler du Kenya et de la Côte d'Ivoire qui ont participé aux essais cliniques de phase 3. Et puis l'Ouganda nous a rejoints afin d'analyser des systèmes plus variés. Et les résultats, eh bien, ce sont l'inclusion de recommandations auprès de la population. Et aussi, il y a la boîte à outils qui sera disponible non seulement pour ces 3 pays, mais pour tous les pays endémiques, afin que l'on profite le plus tôt possible de tout ce qu'on aura appris de ces études.
Et il y a plusieurs paquets de travail dans le programme ADOPT, mais les résultats de chaque, disons, flux de travail peut aider pour les activités de ce flux en particulier ou des flux parallèles. Par exemple, dans le paquet 1, dans le flux 1, il y a des études de sciences sociales qui peuvent aider à des activités de mobilisation et de plaidoyer qui font partie du flux, du paquet numéro 2 de travail. Et donc, il y a des activités pilotes de stratégie d'accès qui ont pris place dans différents pays. Et il y a aussi une évaluation et un suivi de tout cela. Alors, où en sommes-nous de ce programme pour l'instant? Eh bien, actuellement, toutes les institutions partenaires sont là, les équipes travaillent et malgré les restrictions de déplacement, on a pu organiser des ateliers dans tous les pays participants et c'est très important d'établir le contact direct avec des représentants non seulement des membres du consortium que nous connaissons déjà de par nos travaux précédents, mais également les partenaires des pays parties prenantes qui sont importants, même s'ils ne sont pas membres du consortium. Ensuite, il y a des protocoles d'études de sciences sociales qui ont été présentés au pays et on attend les résultats de ces demandes. Et avec cela, on avance pour la préparation générale afin d'avoir tous les outils de sélection de plateformes prêts pour la sélection d'outils de gestion et de plans de gestion. Et ceci m'amène à la fin de ma présentation et je serai ravie de répondre à vos questions par la suite. Merci de votre attention. Merci Peter, très intéressant. Et c'est aussi très important d'introduire les sciences sociales et la mobilisation de la population afin que tout cela soit une réussite. Excellent. Et bien maintenant, nous pouvons interagir et on peut discuter avec les orateurs. J'ai vu qu'il y a déjà des questions dans la section de questions-réponses et d'autres questions qui arrivent. Donc, si vous avez des questions sur les présentations ou sur le projet ou sur le consortium, eh bien, utilisez cette case de Q et A pour pouvoir avoir le plus d'interaction possible. Et j'aimerais commencer par une question générale. Je crois que c'est lié à la présentation de Jutta et de Peter aussi. Et aussi, le professeur Ngoran en a parlé, l'importance d'établir un dialogue dès le départ. Et quand je dis dès le départ, c'est un concept assez vague, parce que parfois on peut arriver trop tard et parfois aussi trop tôt. Mais enfin, ce dialogue le plus tôt possible, vous avez aussi parlé de la confiance, de l'importance d'établir la confiance. Pourquoi c'est important dans ce type de projet en particulier et aussi plus particulièrement des projets dont on a parlé? Jutta, peut-être pourriez-vous commencer par répondre? Oui, merci de cette question. C'est difficile de savoir ce qui est assez tôt, hein, si l'on n'a pas bien d'idée de l'horizon qui nous attend. Moi, je me souviens au début, quand j'essayais de convaincre ma direction d'entrer dans ce projet, je leur disais « Oh, ça durera 5 ans et quelques ressources ». Maintenant, ça fait déjà 10 ans que le projet a commencé. Donc, parfois, on peut un peu se tromper dans nos estimations de temps. Mais ce qui est très important, et dès le départ, c'est de faire en sorte que participent beaucoup de parties prenantes et non pas de s'enfermer dans notre tour d'ivoire car on est convaincu qu'on a raison. Non, il faut parler avec les pays et on a parlé avec autant d'experts dans les pays endémiques et ils nous ont donné de si bons conseils. Je me souviens de professeur Ngoran quand on a parlé des mini-comprimés. Je n'oublierai jamais la conversation qu'on a eue. On parlait de compter 36 comprimés pour un enfant. C'était infaisable. Et vous m'avez dit, écoutez, ça c'est du couscous.
mais ce n'est pas une intervention médicale sérieuse. Eh bien, ça m'est resté à tout jamais, car on peut avoir d'excellentes idées, mais elles ne fonctionneront pas. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin de prendre des avis un peu partout dès le départ. Oui, et en fait, ce webinaire est un peu une méthode d'interaction avec l'environnement, parce que pourquoi ce webinaire à ce moment précis? Quelle en est la raison, Yuta? Pardon? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu la question. Non, je disais, je rebondissais sur votre réponse et justement, je me disais que ce webinaire est une façon d'interagir avec le milieu, car les équipes interagissent, elles présentent leurs données cliniques et elles expliquent qu'ont été leur parcours. Pourquoi nous réunir maintenant, à ce moment donné? Eh bien, je crois que ce qui a été le déclencheur de tout ça, ce sont les résultats, évidemment. Quand on a des données, on peut en parler. Mais de toute façon, il est aussi important d'établir un dialogue continu. Lorsqu'on a commencé il y a 10 ans, je crois que tous les ans, d'ailleurs l'OMS nous demandait combien de temps on mettrait, et ils avaient raison. Et donc, il faut établir ce dialogue. Il faut expliquer si l'on a des retards, pourquoi on a ce retard. On n'a rien à cacher. Des organisations telles que le DCTP et le GHI sont des partenaires importants et il faut leur expliquer ce qui se passe. Je crois que c'est aussi la recette de la réussite, car il s'agit d'inclure tous les partenaires et aussi les partenaires associés à ce projet. C'est important, oui. Merci, Yuta. Peter, pourriez-vous nous élaborer sur cette importance d'avoir une intervention très tôt? Précoce, vous en aviez parlé un petit peu dans vos diapos, mais si vous pouviez approfondir, oui, bien sûr. Vraiment, on profite du travail qui a été fait dans les pays et à travers le travail du consortium, toute l'équipe, tout le travail clinique a réuni déjà les parties prenantes pertinentes et ce que nous ajoutons ici, c'est la composante des sciences sociales pour comprendre au niveau de la communauté ce que la population locale comprend sur la schistosomiase, quels sont pour eux les facteurs qui leur permettent de faire traiter ou pas leurs enfants pour pouvoir influencer sur ces éléments et tenir en compte tous ces facteurs quand on conçoit une stratégie. Donc, d'une certaine façon, c'est une nouvelle composante, un nouvel aspect que nous pensons rajoute de la complexité, mais aussi des idées supplémentaires que nous n'aurions pas eues si nous n'avions pas eu des procédures de travail précises. Nous n'avons pas encore les résultats, bien entendu, mais nous comptons là-dessus pour nous aider à élaborer des stratégies et qui feront que la molécule ne sera pas seulement un succès clinique, mais aussi qu'elle soit acceptée au niveau de la communauté. Si nous regardons un peu, il y a des bons exemples de ce qu'est l'acceptation de la part de la population du vermifugage, des traitements de vermifuge et de leur importance. Oui, il y avait justement dans le chat une importance, il y a une question dans le chat s'il y a des projets pour aller en Amérique latine avec ce traitement. Eh bien, dans le consortium, nous avons effectivement un partenaire très fort au Brésil. Donc, effectivement, l'Amérique latine est représentée dans le consortium et le programme ADOPT en soi est actif dans les pays de l'Afrique, tel que nous l'avons vu, mais le médicament est disponible, il est même fabriqué au Brésil. Nous avons vraiment un partenaire très solide là-bas et j'espère que parallèlement, ce sera l'objet d'un
programme similaire qui sera déployé à l'avenir au Brésil. Oui, oui, absolument. Excellent, je pense que c'est vraiment très important. Et professeur Angoran, vous avez reçu des visiteurs très tôt dans le projet, tel que vous l'avez dit. Vous n'étiez pas seulement sérieux, il y a eu aussi des blagues sur les petites pilules et tout ça. Mais bon, on a vu un message dans vos diapositives que si on veut avoir du succès, il faut convaincre le leader local et très précocement. Et convaincre non seulement avec des données, mais aussi avec une histoire qui indique clairement les bénéfices pour la communauté. Pourriez-vous nous parler de cette expérience? Oui, bien sûr. Je pense que la communication et la concertation restent les éléments clés du succès de telles entreprises. D'abord, au niveau national, comme je le disais, le comité national d'éthique avait une lecture différente de la direction de la pharmacie et du médicament, des procédures d'autorisation de l'essai clinique. Et parce que la réglementation sur laquelle la direction de la pharmacie et du médicament donc, se basait datait des années 1970 et celle du comité d'éthique de 2020. Donc, il y avait antériorité et postériorité. Et finalement, nous avons commencé l'essai avec l'autorisation du comité d'éthique qui considérait que, puisque c'est le ministère de la Santé qui donne l'autorisation, son autorisation était valable. Mais il fallait que, lorsqu'il y avait des effets indésirables graves, la direction de la pharmacie et du médicament qui s'occupait de la pharmacovigilance donne un avis lorsque l'essai était suspendu. Et malheureusement, on a eu un cas. Et lorsqu'on a eu ce cas, la DPNL a dit qu'elle n'a pas donné d'autorisation, donc elle n'émet pas d'avis sur le cas que le comité d'éthique lui a soumis. Et donc, pour cela, il a fallu discuter, aller même faire l'arbitrage avec la direction du cabinet du ministre pour que finalement une concertation et une entente soient trouvées pour débloquer en leur montrant l'importance de l'essai. Donc ça, c'est à ce niveau. Mais au niveau des communautés, parfois nous arrivons, j'ai eu plusieurs appels des populations, des chefs, qui demandent si effectivement nous nous reconnaissons dans l'équipe qui est dans le village. Et souvent, lorsque l'équipe arrive dans le village, le chef de village appelle le sous-préfet pour savoir s'il est informé de ce qui se passe et qu'il y a une équipe qui travaille dans l'environnement. Donc, pour, en tout cas, mettre tout le monde en confiance, il est important d'informer l'ensemble de tous les leaders de l'activité pour que l'adhésion soit effective. Voilà. Donc, pour moi, et entre les membres de l'équipe, les sponsors, etc., c'est toujours que nous avons la même lecture des événements. Parce que, donc, il a fallu un échange, un dialogue permanent pour pouvoir, en tout cas, résoudre toutes les incompréhensions et les incohérences qu'il y avait durant le parcours. Voilà ce que je voudrais dire. Mais par rapport au comprimé, justement, c'était à une réunion, je crois, à Genève, où on cherchait à savoir quel devait être le type du médicament qu'il fallait trouver. Il y en a qui parlaient de sirop, de poudre, de comprimés, etc. Et c'est au cours de cette réunion que j'ai fait l'observation que Utah a relancé. Très tôt, dans les années 2012, justement, à un comité d'experts.
Merci. Voilà. Merci beaucoup pour cette contribution parce que je pense qu'il est essentiel qu'il y ait une interaction entre les différentes cultures. Benjamin, on a aussi beaucoup discuté sur les données cliniques. Il y a des questions sur les données cliniques, par exemple l'exclusion, les critères d'exclusion, le diagnostic, et aussi sur la pharmacocinétique et la posologie. Bon, donc, d'accord. Tout d'abord, pourquoi les antipaludiens étaient exclus? Oui, c'est une excellente question et j'aurais dû l'expliquer. Ils n'étaient pas vraiment exclus parce qu'on avait des préoccupations. Ils étaient exclus parce que nous voulions comprendre l'efficacité praziquantel tout seul et nous voulions exclure cette influence parce que, par exemple, la chloroquine et d'autres antipaludiens ont une influence indirecte sur la praziquantel. Donc, nous les avons exclus dû à ça et non pas pour une question d'efficacité. Oui, merci. Et en ce qui concerne le test en soi, il y avait une autre question dans le chat par rapport à un PCR, etc. Qu'est-ce que vous avez utilisé? Eh bien, nous avons fait des analyses microscopiques pour le S. manzoni et le S. hématobium, la filtration UV, on a analysé les œufs. Et ce qui est important, c'est que malgré le fait qu'il y a d'autres méthodes et non pas seulement le PCR, eh bien, nous avons essayé de les rendre plus efficaces, plus sensibles dans la semaine 3 et la semaine 5, les essais de phase 3. Et donc, la guérison était définie comme des échantillons négatifs sur 3 prises, sur 3 jours, donc 3 échantillons. Et ensuite, une question sur la posologie de 50 ou 60 milligrammes. Je vois Uta ici qui a aussi parlé de ce sujet. Donc, on en est où par rapport à ces données? De mon point de vue, la manière dont nous avons conçu l'essai, avec une détermination de la dose dans la phase 2 pour mentionner et hématobium dans la phase 3, c'était une approche efficace. Et ensuite, il y a des conséquences par rapport à ça. Probablement, à l'avenir, bon, nous allons proposer une indication cible et probablement, il y aura différents niveaux de dose pour les 2 espèces différentes et pour les infections mixtes, nous appliquerons une dose plus élevée. Mais ceci est dû au fait que le profil de sécurité est bon. Mais bien sûr, tout ceci sera discuté et validé par les autorités pertinentes. Mais en tout cas, c'est l'idée que nous avons actuellement et nous pouvons fournir des données là-dessus. Ce serait intéressant de voir avec 50 mg par kilo. Il faudrait évaluer donc à la semaine 5 aussi. Mais on l'a fait pendant l'essai et nous nous sommes basés sur les résultats préliminaires. Donc, c'est comme ça qu'on a procédé. Je pense que ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons de données suffisantes pour établir la sécurité et l'efficacité pour les 50 mg et pour les 60 aussi dans l'hématobium. Et tout le reste, c'est de la spéculation, mais ça pourra être analysé plus tard. Oui. Uta, des commentaires supplémentaires? Non, je pense qu'il a tout à fait raison. Il faut s'en tenir aux données dont nous disposons, mais nous savons également qu'il y a aussi une réalité sur le terrain et je pense
qu'il y a beaucoup de personnes dans ce webinaire qui seraient vraiment ravies de tester aussi les 50 mg par kilo pour S-hématobium. Bien sûr, avec des moments d'une temporalité aussi plus tardive, je pense que ça pourrait marcher très bien, mais pour l'instant, nous n'avons pas les données. Donc, nous avançons avec ce que nous avons. Je pense, Peter, que ça sera aussi important pour votre partie du programme parce que, étant donné les différences en épidémiologie, les différentes maladies qu'il y a, eh bien qu'il y aura aussi une discussion. Mais je pense que les données sont très claires. C'est les données qui vont servir de base pour la discussion. Il y a une conversation intéressante. Yuta, vous avez dit que toute la partie du CMC et la collaboration avec les collègues brésiliens et ensuite les collègues africains, etc., eh bien, il y a des questions sur le chat, sur le packaging, les différentes les différentes possibilités de remboursement. Oui, effectivement, je dois dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une solution. Vous savez que beaucoup de ces médicaments pour les maladies tropicales négligées sont donnés et c'est la seule manière que nous pourrions, pour nous, de fournir un accès au traitement. Et ça, c'est quelque chose qui doit continuer. Nous en avons toujours besoin. Quand nous avons commencé ce projet il y a 10 ans, vraiment, j'ai défié toute la communauté en disant, mais pourquoi c'est toujours une donation à la fin? Quelle est la motivation pour que nous investissions maintenant en recherche et développement et donner ensuite la molécule? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes? Eh bien, je n'ai pas la solution, mais nous nous rapprochons à ça parce que maintenant, nous avons un produit, nous avons un fabricant local qui ne le donne pas, gratuitement. Nous savons que le patient ne va pas payer. Donc, entre les deux, nous devons trouver un mécanisme, par exemple, ou qui va permettre l'achat aidé. Et c'est ce qui se passe maintenant. Donc, on doit trouver des manières ou des organisations qui vont acheter le produit, qui vont négocier avec les pays pour voir ce qu'ils veulent apporter, donc pour aussi prendre leur part de reddition de comptes. Nous avons par exemple l'exemple du Global Fund for Malaria, pour le Fonds mondial pour le paludisme, le HIV, la tuberculose. Eh bien, nous n'avons pas un fonds pareil pour les maladies tropicales négligées. Et il faudrait encourager plus de recherche dans ce domaine. Et pour cela, parce que nous avons besoin d'innovation. Et pour cela, nous avons besoin de mécanismes durables et où les achats soient sécurisés. La fabrication locale est une étape. Et si nous avons des organisations qui sont intéressées à acheter le produit, eh bien, les pays peut-être seraient en mesure d'acheter le produit. Ça, ce sont les choses que nous analysons maintenant. Merci. Merci beaucoup de cette contribution. Il y avait une autre question. Je pense que c'est pour tous les panélistes. Tenant compte de la nature du projet avec toutes les parties, les continents, les perspectives, les contextes culturels et les contextes économiques, etc., comment pouvons-nous conjuguer toutes ces perspectives et quels sont les rôles des individus? Peut-être, Peter, que vous pourriez commencer et ensuite on donnerait la parole à d'autres orateurs. Oui, c'est une excellente question, mais la réponse est peut-être moins bonne. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est merveilleux de travailler avec un groupe de parties prenantes si diversifiées. Ça a été vraiment très bien de pouvoir travailler avec eux tout au fil des années. C'est toujours une opportunité de travailler, d'apprendre quand on travaille avec eux et voir quel est le secret pour une collaboration réussie. C'est d'être ouvert, d'apprendre ensemble, de travailler ensemble pour atteindre un but qui est plus élevé, plus grand que l'objectif que nous pourrions obtenir individuellement, au niveau des institutions individuelles. Donc, pour moi, c'est ça le secret qui explique la réussite.
Daniel, vous pourriez peut-être aussi me donner votre avis? Daniel? Pardon, c'est qui? Vous parlez de qui? Oui, Benjamin alors. Oui, bien sûr. Excellente question. Moi, ça ne fait pas si longtemps. Oui, ben justement, c'est pour ça que je vous pose la question. L'expérience de la collaboration entre les sociétés pharmaceutiques est un peu la mienne et je pense que dans cette collaboration, la réussite se base sur le fait d'avoir une communauté d'intérêt. Et je pense que Légature fait vraiment un travail extraordinaire. Nous avons une relation pleine de confiance avec tous les partenaires. Tout le monde a consacré beaucoup de temps à discuter bilatéralement avant les réunions avec multipartites. Donc, de mon point de vue, ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien, tout particulièrement dans ce consortium pédiatrique praziquantel. Donc, ça serait bien d'avoir ce même type de collaboration dans tout le secteur. Donc, effectivement, au niveau de l'industrie pharmaceutique, c'est tout à fait ça. Merci, Benjamin. Professeur Ngolan, avez-vous des avis sur l'importance de réunir les différentes perspectives? Et je pense tout d'abord que avoir l'opportunité de contribuer durant sa vie à trouver une solution à un problème majeur de la communauté internationale, c'est un privilège qui permet donc de potentialiser naturellement ses efforts et minimiser toutes les lenteurs, tous les éléments qui abaisseraient. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de concilier les contextes. Comme vous dites, prenons simplement la question de l'Internet. Quelqu'un qui est en Allemagne ou dans un pays européen ne peut pas s'imaginer qu'aujourd'hui, en 2021, quelqu'un ne puisse pas avoir un accès dans d'une université correcte. Donc, il y a un certain nombre de situations qui, naturellement, peuvent être de nature à jeter le discrédit sur les uns et les autres, mais grâce déjà à la confiance qui se crée, je pense, par l'expérience et la durée de l'interaction, on peut arriver donc à se tolérer, surtout au regard de l'enjeu qui est donc de trouver une solution à un problème majeur. Je pense que ça, c'est un élément important dans le succès de cette aventure. Merci beaucoup pour cette contribution. Je partage vos idées et c'est vraiment tout ce que vous dites est vraiment très encourageant pour l'avenir. Et nous avons besoin de ces bonnes nouvelles. On a besoin de bonnes nouvelles dans un moment très difficile où la collaboration est si importante. Merci beaucoup, professeur, de cette contribution. Je vois encore beaucoup de questions sur une santé unique, mais aussi d'intégrer la prévention dans des efforts de tout ordre. Il y a d'autres questions sur les anciomères, mais nous n'avons pas de temps pour continuer. Je pense qu'il faut maintenant donner la parole au docteur Makanga de ECDTP qui parlera de ce qui vient d'être dit, mais aussi de l'avenir, parce que cette organisation non seulement contribué au financement, mais aussi a eu une position de leader pour contribuer aux produits pour la santé mondiale. Vous avez donc la parole, Monsieur Makanga, docteur Makanga. Merci beaucoup.
Et bonjour à tous ceux et celles qui participent à cette réunion très importante. Aujourd'hui, le consortium Praziquantel pédiatrique a franchi une étape importante dans la réalisation de son aspiration à réduire la charge mondiale de la schistosomiase en répondant aux besoins médicaux des enfants en âge préscolaire infectés. Alors que nous célébrons conjointement cette réalisation majeure qui est l'achèvement du développement clinique par un essai de phase 3 mené en Côte d'Ivoire et au Kenya, qui rapproche le nouveau médicament pédiatrique des patients qui en ont besoin. Nous sommes maintenant très optimistes quant aux prochaines étapes clés que sont l'enregistrement et l'accès à un traitement pédiatrique approprié contre la schistosomiase chez les enfants âgés de 3 mois à 6 ans, qui sont des objectifs réalistes en vue. De plus, par le biais de son programme ADOT, le consortium évalue déjà des approches visant à assurer une large acceptation et un accès équitable à son traitement pour les enfants d'âge préscolaire. Ce programme quinquennal prospectif prend en compte les aspects allant des transferts de technologie, la logistique pour la fabrication et la distribution locale du médicament, jusqu'à la mobilisation sociale et à l'acceptation par la population. En effet, l'administration de praziquantel orodispersible sera une contribution substantielle à la feuille de route 2021-2030 de l'OMS sur les maladies tropicales négligées et les maladies non transmissibles et aux objectifs du développement durable des Nations Unies visant les populations négligées. Et je tiens à saluer le consortium praziquantel pédiatrique qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans, en juillet 2012, et qui a démontré des caractéristiques clés d'évolution de la croissance qui sont orientées vers la création de solutions locales avec un leadership local croissant et soutenu par une collectivité mondiale pour fournir un bien public basé sur une science et une innovation excellente dans un délai raisonnable. Et de plus en plus de partenaires des pays endémiques se joignent à nous dans une capacité de leadership partagée. Avec l'achèvement de la phase 3 des essais, le consortium praziquantel pédiatrique démontre qu'une collaboration nord-sud équilibrée avec des compétences complémentaires, un partage bidirectionnel des connaissances et une confiance mutuelle est un facteur clé de succès pour développer et fournir des traitements sûrs et abordables pour les maladies tropicales négligées telles que la schistosomiase. Au nom de l'EDCTP, je souhaite féliciter une nouvelle fois le consortium pour cette importante réalisation et réaffirmer qu'ensemble, avec nos partenaires, chez Merck, les partenaires du consortium, la Fondation Bill et Melinda Gates, la Global Health Innovative Technology Fund, nous, chez EDCTP, sommes fiers d'être co-investisseurs dans le programme de développement clinique de stade avancé qui a été très fructueux. Il ne fait aucun doute que nous avons jugé important de soutenir la mise en œuvre du programme Accès. La réussite du développement et de l'accès à un traitement pédiatrique approprié de la schistosomiase grâce à ce partenariat public-privé mondial sera une contribution palpable aux objectifs de développement durable en veillant à ce que les groupes d'âge préscolaire ne soient pas laissés pour compte. Et avec ces quelques mots, je voudrais vous remercier et donner la parole à Bert. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Dr. Makanga. Merci, Michael, pour ces mots très importants et très encourageants pour l'avenir. Vous avez parlé du programme ADOPT et de tous les autres aspects du programme. Donc, merci beaucoup de votre contribution. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Je voudrais remercier le public, les orateurs, et nous avons plus de 100 participants dans ce webinaire.
Et ce webinaire sera disponible aussi pour que vous puissiez l'écouter à l'avenir à tout moment. Et je voudrais remercier les organisateurs pour avoir créé ce programme magnifique. Et maintenant, la séance est clôturée.